Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un oral Minpon tombé en filière MP-MPI en 2024. Cet exercice, il est de niveau L2SP, ça parle de réduction, et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas parler beaucoup de polynômes annulateurs, en fait presque pas du tout, un tout petit argument à la fin, mais qu'on peut faire sans polynôme annulateur aussi, donc c'est un exercice qui est abordable dès les premiers chapitres sur la réduction. Donc on va lire ensemble l'énoncé. Alors, donc c'est un exercice assez long, hein, les questions sont assez il y a 5 questions, donc on est beaucoup guidé dans cet exercice. Donc on considère une matrice complexe et on pose, l'endomorphisme de Mn2C défini par, M associe à M A transposé. Donc la première question consiste à, montrer que une famille de 2 n vecteurs, si on considère une famille de 2 n vecteurs, si on considère les n premiers vecteurs, et les n derniers, ce sont des bases de C puissance n si et seulement si les matrices xi, yj transposées forment une base de Mn2C. Donc ça fait bien une famille de n carré vecteurs. Alors ensuite, la question 2, montrer que A est inversible si et seulement si Fa est inversible. La question 3, on veut montrer que... Donc le but de l'exercice, hein, c'est de montrer que A est diagonalisable si et seulement si Fa est diagonalisable. Donc là, on va faire en question 3 le sens le plus facile, c'est-à-dire montrer que si A est diagonalisable, alors Fa l'est également. Et ensuite, le reste de l'exercice, il est destiné à montrer la réciproque. Donc il y a une petite question intermédiaire qui est la 4, donc qui consiste à prendre une valeur propre non nulle de A, et un vecteur propre associé à cette valeur propre, et montrer qu'alors le sous-espace vectoriel défini par les x, y transposés, donc ça c'est bien un ensemble de matrices, hein, quand on considère x et y comme des colonnes, donc que cet espace-là il est stable par Fa. Voilà, et dernière question, montrer que si Fa est diagonalisable, alors A est diagonalisable. Donc je vous invite à réfléchir d'abord par vous-même, hein. Donc mettez la vidéo en pause et essayez de faire vous-même cet exercice pour voir si vous y arrivez. Et ensuite, donc si vous n'y arrivez pas, regardez les indications avant de regarder la correction. Donc je passe tout de suite aux indications. Donc pour les indications, donc pour la question 1, pour le sens direct, donc le sens direct c'est, selon moi, le plus difficile. Pensez aux matrices de passage. D'accord? À voir comment est-ce que ça peut vous aider. Pour le sens indirect, montrer que les familles, donc là il faudrait montrer que les familles, la famille des xi et la famille des yki sont libres, donc là pensez à la rédaction classique, hein, pour montrer qu'une famille est libre, et ensuite on aura une famille libre de n vecteurs, donc on pourra conclure facilement. Pour la question 2, j'ai pas mis d'indication, parce que c'est relativement simple, c'est pas très très compliqué, d'accord? Essayez de faire par vous-même, hein, vous allez voir que c'est pas... Voilà, les deux sens sont relativement évidents. Ok. Donc pour la question 3, bon, utilisez la question 1, à voir du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir comme base lorsque A est diagonalisable. Ok. Pour la 4, pareil, j'ai pas mis d'indication. Quand on écrit les choses, ça, voilà, ça se passe plutôt bien. Pour la 5, il faut distinguer le cas où A a une valeur propre non nulle, et dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser la question 4. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir dire grâce à la question 4, et le cas où A n'a que 0 comme valeur propre. Donc quelles sont les matrices qui ont que 0 comme valeur propre? On connaît, d'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire des valeurs propres de Fa? Donc à vous de voir. Et je passe tout de suite à la correction. Alors pour la question 1, donc là je vais plutôt commencer par le sens indirect, qui est le plus simple. Donc là, supposons que la famille soit une base. Alors dans ce cas-là, on a dit qu'on veut montrer que les familles, la famille des xi et la famille des yki est libre. On va commencer par la famille des xi par exemple, donc on va considérer des scalaires tels que, donc une famille qui, donc la combinaison linéaire des xi, des lambda i xi annule, est égale à 0. Donc on regarde la combinaison linéaire des lambda i xi est égale à 0.
Voilà, et là, bah, pour se ramener en fait à l'hypothèse qu'on connaît, hein, que cette, famille-là est une base, ben, tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais, multiplier par y1 transposé, à droite. Voilà. Donc ça va me donner lambda 1 x1 y1 transposé plus lambda n xn y1 transposé, qui est égal à 0. Et donc là, en fait, je me retrouve avec une combinaison linéaire qui annule une partie de ma base. Donc quand on prend une partie d'une base, ça reste une famille libre. Donc là, en fait, je sais que cette famille des xi y1 transposés est libre. La famille des xi y1 transposés est libre. Donc, on en déduit que les lambda i sont nuls. Et donc, notre famille x1, xn est une famille libre de n vecteurs, est une base. Bon, et pour en fait la famille des yj, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va on multiplierait à gauche par x1, d'accord? Enfin, on prendrait la transposée, puis on multiplierait à gauche par x1. Ok, donc je vais juste le recopier vite fait hein, pour que vous puissiez mettre pause si vous voulez voir le détail, mais c'est exactement pareil. Donc voilà, j'ai écrit le détail pour la liberté, enfin le fait que la famille des yj est une base, donc on considère une combinaison linéaire qui annule notre famille, puis on transpose, qui nous fait apparaître des transposés sur chacun des vecteurs colonnes, et on multiplie à gauche par le vecteur colonne x1, ce qui nous donne une combinaison linéaire de matrices, mais sauf que cette famille de matrices, elle est libre, encore une fois, par hypothèse qu'on a une base, d'accord? Et donc là, notre combinaison linéaire, en fait, tous les quotients sont nuls, ce qui signifie que la famille est une base de C puissance n. Voilà, c'est vraiment exactement pareil. Quand on a compris pour xi, on comprend pour les yj. Donc je me suis rendu compte au montage que j'ai oublié de filmer le sens direct de cette question. Alors c'est parti. Donc là maintenant, on suppose que nos deux familles sont des bases. Donc on suppose que la famille des xi et des yki sont des bases. Voilà. Et comme je le disais, on va utiliser les matrices de passage. Donc en fait, on va poser la matrice P de passage de la base des xi à la base canonique, et Q, la matrice de passage de la base des YJ vers la base canonique. C'est une matrice inversible, voilà. Et même chose pour la famille des YJ. Voilà, est-ce que ça signifie ça? Pour tout i j, on a Pxi qui est égal à j et QYJ qui est égal à j. Ok. Et on rappelle aussi, donc on va poser deux endomorphismes. Donc on pose phi p qui a m associe p fois m, et psi q qui a m associe m fois q transposé. Donc ça, ce sont des isomorphismes de Mn de C, donc ça se voit que ce sont des applications linéaires. Et pourquoi c'est des isomorphismes d'inverses respectifs, hein, on peut détailler leur inverse. Inverse respectif, phi moins 1 de P, qui a M associe tout simplement, hein, on va faire la multiplication à gauche par P moins 1, et psi Q moins 1, qui a M associe M Q transposé puissance moins 1. Alors, puisque ce sont des isomorphismes, ils ne modifient pas la dimension des espaces quand on leur donne l'image d'un espace par phi p, il gardera la même dimension. D'accord? On a alors, donc, on va regarder en fait la dimension du vecte de xi yj transposé. Donc ça va être notre espace, et en fait on aimerait bien montrer hein, que cette famille est génératrice, c'est-à-dire que le vecte de cette famille engendre Mn de C, d'accord, enfin, que le vecte de cette famille est Mn de C, c'est-à-dire que la dimension c'est n carré. Et donc ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, puisque nos endomorphismes φp et φq ne modifient pas la dimension, en fait on peut multiplier notre espace à gauche par P et à droite par Q transposé. Ça ne va pas changer la dimension. Donc ça, on va rentrer dans le vecte. Ça va nous donner dim de vecte de P xi et
QYJ transposé. D'accord, la transposée, ça échange les produits. Et donc, ça nous fait la dimension de vecte de EI, EJ transposé. Et ça va en venir, hein, ce vecteur-là, on va l'appeler EIJ, d'accord, parce qu'en fait, ça va être la matrice, enfin, ça va être la base canonique de Mn2C. Or, EI, EJ transposé, ça va être en fait le vecteur 0 que des 1, 0, fois ici 0, 1, 1 en jm position, et que des 0 après. Ce qui nous fera en fait, hein, ça va nous donner la matrice, donc avec que des 0. Ici, on va avoir en jm position le vecteur i, et que des 0 ailleurs. Et donc là, on est en jm colonne. En fait, ça va être égal donc à EIJ. D'accord. On va avoir pour cette matrice un 1 seulement en im ligne et en jm colonne. D'accord. Et donc c'est bien EIJ. Et donc, dim de vecte de xi, yj, c'est égal à n carré. Donc, xi, yj transposé est génératrice et possède n vecteurs, donc c'est une base. D'accord, elle est génératrice minimale. Voilà, pour cette question, pour ce sens un peu à retardement. Pour la question 2, donc là on veut montrer que A est inversible si et seulement si FA est inversible. Alors, on va commencer par le sens direct, hein, les deux sont assez simples. Donc, supposons que A est inversible. Si on fait, donc supposons A inversible, et en fait dans ce cas-là, on peut détailler qui est l'inverse de FA. Alors, du coup, on va regarder FA-1 rond FA de M, donc soit M appartenant à Mn de C. Donc on va regarder ce que ça donne la composée FA-1 rond FA de M. Donc ça va nous donner A-1 AM A transposé A-1 transposé, mais la transposée ça commute avec l'inverse, ce qui nous donne A-1 A M A transposé moins 1, et donc ça c'est égal à M. Donc on a FA-1 rond FA qui est égal à l'identité de Mn de C, donc là on a affaire à un endomorphisme en dimension finie qui admet un inverse à gauche, et donc il admet aussi un inverse à droite qui est le même, et donc FA est inversible. Alors maintenant, le sens réciproque, supposons FA inversible, donc en particulier, FA c'est un endomorphisme qui est surjectif, donc il existe une matrice M appartenant à Mn de C, telle que FA de M, donc qui est égal à AM A transposé, atteint l'identité. D'accord? L'identité, c'est dans l'image. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on remarque? Bah, c'est que ça, c'est égal à A-1. On a A qui a un inverse à droite. Et donc, A inversible. Maintenant, on suppose que A est diagonalisable. Donc maintenant, on va en déduire que FA est diagonalisable. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout simplement une base de vecteurs propres de A. Puisque A est diagonalisable, il existe une base de C puissance n formée de vecteurs propres de A. Et on va dire associé aux valeurs propres lambda 1 jusqu'à lambda n, avec répétition si besoin. Voilà. Et donc là, on va utiliser la question 1, avec quelle base? Bah, on a besoin de deux bases de C puissance n pour en faire une de Mn de C. Alors, on va prendre en fait deux fois la même. On va prendre deux fois cette base-là, d'accord? Donc d'après la question 1, la famille des xi, xj transposés est une base de Mn de C. Okay, on se laisse guider par les questions. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que vaut en fait la matrice de FA sur cette base. D'accord? On va regarder ce qui va se passer. Donc, pour tout IJ, FA donc de XI, XJ transposé, c'est égal à A, XI, XJ transposé, A transposé. Et donc là, quand on va rassembler les transposés, on va en fait juste réécrire notre produit matriciel de cette façon-là. Mais en fait, ça va nous donner lambda I xi, par définition, puisque c'est un vecteur propre associé à lambda I, pour A, et là, ça va nous donner lambda J xj, ce qui nous donne donc lambda I, lambda J, xi, xj transposé. Et donc ça, c'est en fait un certain lambda, ij, on va dire, d'accord?
fois le vecteur de base. Donc en fait, ce qu'on a, c'est que xi, xj transposé est un vecteur propre de fa associé à la valeur propre lambda i, lambda j. Et on sait que c'est un vecteur propre, c'est-à-dire qu'il est non nul, parce que c'est un élément d'une base. Et les éléments dans une base, hein, pour qu'une famille soit libre, il faut qu'elle ne contienne pas le vecteur nul. Donc là, tous ces vecteurs-là, toutes ces matrices-là, sont non nuls. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on se retrouve avec une base de Mn de C formée de vecteurs propres de FA. En fait, ça, c'est la définition première de FA est diagonalisable. Xi, xj transposé est une base de Mn de C formée de vecteurs propres de FA. Donc FA est diagonalisable, par définition. Si on veut, hein, quand on va écrire la matrice de FA dans cette base-là, ça fera une matrice diagonale. Donc on distingue deux cas. Voilà, donc le premier cas, c'est si A admet une valeur propre différente de 0, et ensuite le deuxième cas qu'on regardera, ce sera si A admet uniquement 0 pour valeur propre. Donc dans ce cas-là, on va faire deux observations. Première observation, on va poser gamma, donc gamma qui va de C puissance n dans F, et qui à x associe tout simplement x, y transposé. D'accord? Donc par définition, donc là je vais dire que celle-ci, c'est un isomorphisme. Donc on va mettre φ1, donc en particulier, dimension de f, ce sera égal à n. Voilà, et ensuite φ2, donc ça c'est un résultat du cours, f restreint à f, fa restreint à f, est diagonalisable. D'accord, donc ça c'est un résultat, ça c'est du cours. La restriction d'un endomorphisme diagonalisable à un sous-espace stable reste diagonalisable sur cet espace stable. Ça crée un endomorphisme de l'espace stable, et cet endomorphisme reste diagonalisable. Donc ça se prouve en une ligne grâce au polynôme annulateur, mais souvent on voit ça un petit peu plus tôt dans le cours quand même. Alors on va prouver le fait 1, donc preuve du fait 1. Alors déjà par définition, hein, f, il est défini comme étant l'image de gamma. Donc, par définition, f c'est l'image de gamma. Par construction, hein, c'est l'ensemble des vecteurs x, y transposés. D'accord, bon, bah là, il n'y a rien à dire. Donc gamma est surjective. Alors pour montrer l'injectivité de gamma, ça va être très classique. Hein. Donc on va prendre soit x appartenant à ker gamma, donc c'est-à-dire que x, y transposé, c'est égal à 0. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier à droite par le vecteur colonne y bar. On va voir pourquoi. Donc on a alors x, y transposé, y bar, bah, ça fait 0 fois y bar, donc ça fait 0. D'accord? Et maintenant, y transposé y, donc on va noter y, on va le noter tout simplement, hein, y1 jusqu'à yn, donc x facteur donc de y1 jusqu'à yn, fois y1 bar, yn bar, et ça nous fait x facteur en fait de y1 en module au carré, plus yn en module au carré, d'accord? Et ça, puisque y est non nul, et ben ça, c'est quelqu'un de C étoile, et c'est égal à 0. D'accord? Donc là, en fait, on peut diviser par ce truc qui est différent de 0, et donc, x égale 0. Donc c'est ce qu'on voulait. X est le vecteur nul, donc gamma injective, donc c'est un isomorphisme. Alors maintenant, on peut attaquer la diagonalisabilité de A. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, d'après le fait 2, il existe x1 jusqu'à xn, donc d'après le fait 2 et le fait 1, parce qu'on sait que les bases de f elles vont être de cardinal n, donc des vecteurs de Cn, donc n vecteurs de Cn, tels que donc x1 y transposé jusqu'à xn y transposé, c'est une base de f, deux vecteurs propres de fa restreint à f. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va regarder ce qui va se passer pour ça. Donc on va noter associé aux valeurs propres. Je vais les appeler mu1 jusqu'à mu-n, je vais garder les lambda pour a. Lambda, donc mu1 jusqu'à mu-n. Donc on a fa de xi y transposé, qui est égal à x1
Y transposé A transposé. On sait que, d'après ce qu'on a fait, hein, puisque Y c'est un vecteur propre associé à lambda, ça va faire A, X, I, Y transposé d'une part, comme on a vu tout à l'heure hein, dans la question 4, et d'autre part, on sait que FA de XI, Y transposé, ça va être égal à mu I, XI, Y transposé. Donc en identifiant les deux, on va avoir lambda A, XI, Y transposé, moins mu I, XI, Y transposé, est égal à 0. Et ça, on a envie hein, de factoriser, là on voit qu'on a un facteur commun, d'accord? Donc on a en fait même le xi, mais on va juste prendre le y en facteur commun, on va voir pourquoi. Donc lambda a xi moins mu i xi, y transposé, c'est égal à 0. Mais ça, en fait, on reconnaît, ici, c'est gamma de ce vecteur-là, d'accord? En fait, là, on a gamma de ce vecteur qui est égal à 0. Mais gamma, elle est injective, c'est le fait 1. Donc, là, ça c'est le fait 1. Lambda a xi moins mu i xi est égal à 0. Et donc là, on se sert du fait que lambda est non nul, a xi est égal à mu i sur lambda, facteur de xi. Ce qui signifie que xi est un vecteur propre, d'accord? Donc on sait que les xi sont non nuls, car ils font la famille des x1, y transposés, c'est une base de f, donc xi vecteur propre de A, et d'après la question 1, la toute première question, d'après 1, la famille x1 jusqu'à xn est une base de C puissance n. Donc A est diagonalisable. Enfin, c'est pas exactement d'après la question 1, mais c'est juste, puisque cette famille-là est libre, enfin c'est une base, effectivement, en prenant une combinaison linéaire qui annule cette famille, en multipliant par y transposé à droite, c'est la même chose. On va montrer que cette famille-là est une famille libre de C puissance n, et donc que c'est une base. C'est vraiment exactement plutôt d'après la preuve de la question 1. Voilà, donc il nous reste le dernier cas à traiter, donc si A n'admet que 0 comme valeur propre. Alors juste pour ce cas-là, je me demandais si la question 2 n'aurait pas pu nous servir, la question où on prouve que FA est inversible si elle seulement si A est inversible, parce qu'on s'en est pas servi, et je sais pas si on aurait pu s'y ramener. Mais bon, j'ai fait autrement, mais dites-moi dans les commentaires hein, si vous voyez comment est-ce qu'on peut faire avec la question 2, je pense que c'est possible, à voir quel lien il y a, d'accord? Donc là maintenant, si A n'admet que 0 comme valeur propre, donc dans ce cas, A est nilpotente, d'accord? Donc c'est là qu'on sert un petit peu, donc soit on sait qu'une matrice qui n'a que 0 comme valeur propre est nilpotente, soit on le sait, soit sinon en fait ça se redémontre assez facilement, c'est d'après le théorème de Cayley-Hamilton, d'accord? D'après le théorème de Cayley-Hamilton, donc je rappelle juste en bleu, pourquoi. Voilà, donc ça c'est d'après le théorème de Cayley-Hamilton, donc puisque A n'a que 0 comme valeur propre, son polynôme caractéristique c'est facile, c'est x puissance n, et donc ça c'est un polynôme annulateur de A par Cayley-Hamilton, d'accord? Donc A puissance n égale 0, d'accord? Ça prouve aussi que l'indice de nilpotence il est inférieur ou égal à la dimension. Alors pourquoi est-ce que ça nous aide? C'est parce que maintenant, si on regarde FA puissance n, ça va nous donner quoi? Enfin puissance, l'indice de nilpotence de A, évalué en m, donc ça c'est le puissance n, hein, attention, de la composition des endomorphismes, donc ça va nous donner A, en fait on va avoir A comme ça, M, A transposé, plein de A transposé, voilà, et ça va nous donner A puissance n, M, A transposé puissance n, d'accord? En fait on n'a même pas besoin de dire que la transposée elle est nilpotente, parce que là on a déjà 0. Donc, FA nilpotente, enfin nilpotent, c'est un endomorphisme nilpotent, donc lui aussi n'admet que 0 comme valeur propre, mais donc, puisque il est diagonalisable, donc c'est un endomorphisme qui est semblable en fait à l'homothétie avec que des zéros sur la diagonale, ce qui est précisément l'endomorphisme nul. Donc, puisque FA est semblable à un endomorphisme nul, il est égal à l'endomorphisme nul, d'accord? Mais FA diagonalisable, donc FA égale 0, c'est l'endomorphisme nul. Alors maintenant, en quoi est-ce que ça signifie que A est diagonalisable? Donc là, on se doute que si on veut prouver que A est diagonalisable, sachant qu'elle est nilpotente, il faut prouver que A est nul. Voilà, donc à partir de là, on va en déduire que A est égal à 0, donc ça signifie quoi? Que FA c'est l'endomorphisme nul, donc ça signifie que pour tout M appartenant à Mn de C,
AM A transposé égale 0. Donc ce qu'on peut faire, on va regarder en fait les colonnes de A. Donc on a A, on va l'écrire sous forme de ces colonnes, c'est-à-dire C1 jusqu'à Cn, et on considère la matrice M qui est EJ transposé, c'est bien une matrice de Mn de C, avec E1 jusqu'à En, la base canonique de C puissance n. Et donc qu'est-ce que ça va nous donner quand on va faire maintenant? Donc on va avoir A, EJ, bah ça par définition ça va nous donner la JM colonne de A, et AM A transposé, ça va nous donner AEJ, oups, il y a une perturbation, ça va nous donner AEJ facteur de AEJ transposé, et on va regarder ce que ça donne ce truc-là. Donc ici, ça va nous donner CJ fois CJ transposé. Ça va, Cézanne? Voilà. Et donc ça, on va regarder ce que ça nous donne. Donc ça, on va l'écrire, ça va nous donner donc A1J jusqu'à ANJ, facteur de A1J jusqu'à ANJ, et donc ça va nous donner A1J CJ sous forme de colonne jusqu'à ANJ CJ. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Bah, en fait, là, si on regarde la diagonale de cette matrice-là, d'accord? Donc la diagonale de cette matrice-là, le coefficient tout en haut, on va avoir A1J fois le premier coefficient dessus là, c'est-à-dire A1J, donc là on va avoir A1J au carré, ensuite on va avoir A2J au carré, jusqu'à ANJ au carré. Et ici on va avoir d'autres trucs, mais on s'en fout. Et ça on sait que c'est égal à 0. Dans ce cas-là, ça signifie que les coefficients diagonaux sont égaux à 0, et donc que tous les AIJ sont égaux à 0. Donc, pour tout IJ, AIJ égale 0. Donc, A égale 0. Bon, et puis la matrice nulle, eh ben, elle est diagonalisable, parce que elle est déjà diagonale. Donc A est déjà diagonale. Donc A diagonale. Et on a terminé. Voilà, donc j'espère que cet exercice vous a plu. Moi, je l'aime beaucoup, parce que c'est un exercice de réduction, donc j'aime beaucoup la réduction, vous l'aurez compris, où les polynômes annulateurs nous sont d'une très faible utilité. D'accord? Souvent, en fait, hein, les polynômes annulateurs, en réduction, ils sont d'une efficacité redoutable, hein. On résout des exercices, parfois, il nous faut plusieurs dizaines de minutes pour résoudre un exercice avec tous les critères autour des espaces propres, ce genre de choses, alors que les polynômes annulateurs, souvent, voilà, en une minute, ils peuvent nous détruire des exercices, alors que là, en fait, c'est assez difficile, en fait, de faire appel au polynôme annulateur. Donc je trouve que c'est un exercice qui est assez intéressant, et en plus abordable assez tôt dans l'année, donc voilà, je trouve qu'il est assez chouette, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et du coup, à bientôt pour une nouvelle vidéo.